On a le plaisir de discuter 3 papiers. Donc, déjà, on va commencer par Quentin Jeunelot, qui est donc doctorant en sciences politiques à l'Université de Bourgogne. Et donc, ta thèse, elle porte sur le rôle des organisations étudiantes dans l'élaboration de l'action publique au sein des universités, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On entendra aussi donc Julie Couronnet et Jules Sima qui sont là par Zoom et qui sont donc respectivement chargés d'études et de recherche à l'INGEP et maîtres de conférences en sociologie à l'Université de Paris-Descartes, et donc qui nous présenteront une partie d'une recherche collective menée avec Camille Dupuis et François Sarfati sur les activités extracurriculaires des étudiants et des étudiantes. Et nous terminerons avec du coup Ambre Guichard, qui est aussi doctorante au centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux, et donc qui travaille sur l'individualisation des parcours d'études. Donc Quentin, je te laisse démarrer. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir permis de m'exprimer ici. Du coup, moi, effectivement, je vais traiter, on va faire un focus sur une organisation étudiante particulière. On va traiter de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, et on va se demander si la FAGE est une forme d'engagement dépolitisé. L'objectif, en fait, dans cette communication, c'est de pouvoir revenir un peu sur la manière dont s'est structurée l'organisation au fur et à mesure des années, et surtout, un peu en lien aussi avec mon sujet de thèse, sur la manière dont elle se mobilise pour pouvoir ensuite développer des stratégies et réussir à faire avancer les positions sur les étudiants. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire un travail en 3 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais revenir un peu sur l'organisation en elle-même, c'est-à-dire sa construction politique. Ensuite, on pourra s'intéresser aux carrières militantes des étudiants en son sein, et pour finir, s'intéresser vraiment à ces stratégies. Donc voilà, au niveau du thème de la session, l'objectif, c'est plutôt de voir du côté de la FAGE comment ils travaillent à faire en sorte que leur engagement soit reconnu auprès des pouvoirs publics. Et donc voilà, on va pouvoir traiter de ça. La communication, elle se base sur des entretiens qui ont été réalisés avec un peu plus d'une dizaine de militants, mais aussi avec d'autres entretiens, d'autres acteurs, notamment des acteurs des syndicats professionnels avec lesquels la FAGE peut travailler. Aussi, j'ai eu l'occasion de faire une observation au cours d'un événement national de la FAGE. Et puis, je me base également sur un questionnaire qu'on a fait passer avec le GERM au dernier congrès de la FAGE pour un peu identifier les caractéristiques un petit peu des étudiants qui interviennent et qui y participent. Et puis aussi, dernièrement, c'est quand même aussi une spécificité, c'est que cette enquête-là et tout ce que je vais présenter se base aussi un peu sur un travail ethnographique, parce qu'avant de faire de la recherche, j'ai été aussi engagé dans le réseau de la FAGE, ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux et de saisir un peu mieux ces dynamiques. Donc effectivement, il y a tout un travail d'objectivation de toutes ces connaissances, mais que je vais quand même vouloir utiliser ici pour pouvoir développer mon propos. Donc voilà. Donc dans un premier temps, revenir un peu sur la construction de la FAGE. Donc la FAGE est créée en 89 à la suite de la loi Jospin, qui met en place un critère de représentativité pour les organisations étudiantes en se basant sur les résultats aux élections CNUS et aux élections CNESER. Et donc elle est créée à l'origine par les fédérations de territoire. Donc ce qu'on appelle fédération de territoire, ça va être les fédérations qui vont regrouper des associations étudiantes sur un territoire donné. Ça peut être une ville. Parfois, le territoire est un peu plus grand. Et donc, elle se crée à l'initiative de ces fédérations qui, en fait, souhaitent ne pas perdre cette reconnaissance et donc acquérir ce statut avec une reconnaissance nationale. Et donc, c'est pour ça que la FAGE est aussi, certains militants disent que c'est un peu la somme des intérêts particuliers qui a permis la création de la FAGE à l'origine, mais on verra qu'elle a beaucoup évolué. Quelques mots aussi rapidement sur l'historique du mouvement associatif, en tout cas étudiant. C'est-à-dire que la structuration du milieu, d'une organisation associative, elle est progressive, puisque avec la première scission de l'UNEF et la création de la FNEF, on avait un certain nombre de revendications corporatistes, mais du coup, la FNEF n'a jamais vraiment réussi à construire une contre-proposition. Malgré tout, c'est à partir de la création de la FNEF que les fédérations, les monodisciplinaires, donc, qui sont, elles, les fédérations rassemblant les étudiants de toute une filière au niveau national, qui ont commencé à se créer. Mais donc, en tout cas, on a eu plusieurs tentatives, la FNEF, puis les fédérations monodisciplinaires qui ont essayé de créer aussi de déposer certaines listes. Mais au final, c'est surtout cette initiative des fédérations locales qui ont décidé
voilà, de se mettre ensemble pour pouvoir porter leurs propos qui a permis à la FAGE de se créer. Après, ces fédérations monodisciplinaires étaient là à l'origine. À la base, elles n'avaient pas le droit de vote dans les instances, mais elles ont fini par l'avoir. Et donc là, à l'heure actuelle, la FAGE regroupe ces deux types de fédérations. Et donc, si la FAGE prône l'apolitisme à ses débuts, donc qu'on peut comprendre comme la défense d'un modèle associatif qui est considéré comme neutre, qui ne prend pas position sur des sujets qui sont considérés comme politiques, elle va finalement, au fur et à mesure des années, s'éloigner de ce positionnement, et notamment avec une première prise de position importante en 2002, au moment des élections présidentielles de 2002, où elle appelle à voter Jacques Chirac contre le Front National, notamment parce qu'elle considère, son ancien président explique qu'elle considérait que les valeurs associatives qu'elle défendait étaient à l'heure actuelle menacées. Et ça, c'est un positionnement qui est important dans la structuration de la FAGE, parce que ça va lancer un peu une dynamique dans laquelle elle va pouvoir se positionner de plus en plus sur des sujets qu'on peut dire des sujets de société, mais en tout cas qui vont plus loin que la simple vie étudiante. Évidemment, cette prise de position, elle n'était pas partagée par tout le monde à l'époque, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même considéré d'important et qui est aussi rappelé quand on présente l'historique aussi de la FAGE et qui est considéré comme important par ses militants. D'ailleurs, la FAGE a connu aussi une scission assez rapide en 1994 avec la création de PDE, qui est une organisation qui regroupe des fédérations monodisciplinaires qui, elles, revendiquent un apolitisme. Et ce courant-là, en tout cas, existe encore à l'heure actuelle. Et donc, ces prises de position, elles se poursuivent, notamment au moment du CPE, où elle fut même temporairement première organisation étudiante, parce que l'UNEF avait boycotté les élections du Crous. Mais à l'époque, la position de la FAGE sur le CPE, c'est une position qui est assez isolée, puisqu'elle considère qu'elle est à la fois opposée au CPE, mais ouverte au dialogue avec le gouvernement, et donc ce qui entraînera forcément aussi des critiques importantes de la part de l'UNEF sur ce positionnement. Mais donc, en tout cas, la FAGE continue aussi ses prises de position, mais sans forcément renoncer malgré tout à cet apolitisme, avec une position qui est un petit peu différente des autres organisations étudiantes. Et c'est d'ailleurs aussi après le CPE, donc dans les années 2008-2009, que la FAGE connaît aussi une de ses crises les plus importantes dans son histoire, notamment puisque la remobilisation de l'UNEF l'UNEF récupère son siège de première organisation étudiante, et puis ça entraîne une perte financière pour la FAGE aussi. Et donc, il y a notamment une crise financière avec un plan de licenciement de ses salariés qui met un coup à la dynamique qu'elle était en train de créer. Mais cette période, elle reste quand même importante. Pourquoi ? Parce que la FAGE développe aussi ce qu'elle va appeler sa deuxième jambe, c'est les projets de solidarité. Et le parallèle est intéressant puisque l'UNEF utilise aussi cette terminologie des deux jambes, mais pas du tout de la même manière. Mais du coup, voilà, ces projets-là de solidarité, donc on a des premiers projets de lutte contre la précarité étudiante qui se développent fin 2007 avec des braderies solidaires, des conférences avec des centres d'information sur les droits des étudiants. Et puis en 2008, on a un projet important qui va être conceptualisé, qui est le projet d'Agoré. En fait, c'est des épiceries sociales et solidaires que la FAGE met en place sur les territoires et qui sont en fait des formes très structurées d'accompagnement des étudiants. Et donc, c'est un projet qui va lui permettre aussi de gagner en légitimité sur ce sujet et puis aussi d'être médiatisé. Jusqu'à même récemment, la FAGE a pu être assez médiatisée sur son action pendant le Covid parce que ces fédérations ont aussi développé ces agorées. Et donc, cette dynamique de structuration, elle est intéressante puisqu'elle infuse aussi dans les fédérations qui développent leurs propres projets d'innovation sociale ensuite. Le terme d'innovation sociale, c'est quelque chose aussi qui revient assez souvent dans le discours des militants. Et donc, elle devient aussi, en plus d'une organisation étudiante qui a un ensemble de positions et de propos, une grosse centrale associative donc, qui met en place des projets d'ampleur au niveau national. Il y a eu notamment un ensemble de campagnes sur des questions de santé publique notamment. Et du coup, en parallèle de tout ça, elle continue ses prises de position, notamment au moment de la réforme des retraites en 2010, mais c'est avec le mandat de Julien Blanchet, qui est président de la FAGE de novembre 2012 à octobre 2014, qu'elle va un peu parachever son évolution qui a été amorcée en 2002. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque les militants, eux aussi, quand ils retracent l'historique de leur organisation, ils identifient ce mandat comme un mandat qui a été très structurant politiquement. Et par exemple, ils expliquent qu'on sentait à l'époque qu'on allait arriver première organisation. Pourquoi c'est important ce mandat-là ? Parce qu'en 2014, la FAGE fait une modification statutaire et se reconnaît comme organisation de jeunesse.
Et donc, elle assume pleinement l'étendue de ses prises de position qui dépassent le simple cadre étudiant. C'est aussi à ce moment où elle va se positionner sur une avancée qui est considérée comme une avancée étudiante, qui est le régime de sécurité sociale étudiante. Et donc, elle va s'opposer à ce régime et va demander sa suppression, qui était pourtant un acquis de longue date de l'UNEF et qui était en fait ce régime-là dirigé par l'UNEF, donc notamment aussi motivé par une logique concurrentielle, parce que ce régime commençait à être remis en cause et donc ça lui permettait de pouvoir aussi concurrencer l'UNEF sur ce terrain. Et donc, à côté de ça, on a une sorte de dernière dynamique, pour ne pas faire trop long, c'est un développement fort au niveau électoral. C'est-à-dire qu'on va avoir une politique directe de formation des cadres qui vont être envoyés sur les territoires, développer des listes, monter des fédérations. Et donc, on a une certaine rationalisation de cette activité électorale avec la mobilisation de tout son réseau qu'on a pu observer, en fait, que j'ai pu observer dans mes différentes enquêtes. Elle continue enfin son investissement sur les sujets de société, notamment avec la loi travail de 2016, qui est aussi une dynamique qui est importante parce qu'elle va se rapprocher de la CFDT encore plus et créer ce qu'elle appelle le bloc réformiste avec la CFDT et avec d'autres organisations. Elle participe notamment à la création du mouvement des places de la République. Elle se rapproche d'organisations comme SOS Racisme ou l'UEJF. Et donc, c'est un peu une dynamique qui est en constante évolution. Et puis, le passage en tant que première organisation étudiante en 2017 parachève un petit peu toutes ces évolutions-là. Même si, évidemment, le passage en tant que première organisation ne s'explique pas uniquement de par ces évolutions, mais on ne rentrera pas dans les détails là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour pouvoir situer un petit peu la FAGE, son historique et son fonctionnement. Donc par rapport à notre sujet à l'origine, on voit qu'effectivement, la FAGE est une organisation qui développe un propos politique, en tout cas qui a l'ambition de le faire. Maintenant, il faut voir aussi comment les étudiants qui militent en son sein le font et commencent leur carrière et poursuivent même leur carrière au sein de l'organisation. Donc là, on peut mobiliser en fait les résultats du questionnaire qu'on a envoyé au congrès de la FAGE. Alors ce questionnaire-là, on va l'utiliser plutôt de manière en fait à formuler des hypothèses. C'est-à-dire que le nombre de réponses, on a récolté un peu plus, une vingtaine de réponses, je crois, donc il ne suffit pas à avoir un échantillon représentatif, mais on va quand même se servir aussi de ces chiffres-là pour essayer de formuler des hypothèses et voir ensuite si on peut les confronter. Déjà, les questionnaires, en fait, ils sont utiles pour identifier les modes d'entrée dans le réseau de la FAGE, même si en l'occurrence, nos premiers résultats montrent qu'en fait, les modes d'entrée, c'est toujours globalement le même, c'est-à-dire que les étudiants rentrent dans les associations étudiantes de filière et puis ensuite continuent à s'engager. On a des étudiants qui commencent en tant qu'élus, mais globalement, ça va être principalement ça. Et donc aussi, on s'aperçoit que l'engagement à la FAGE et dans le réseau de la FAGE et dans les associations étudiantes et pour un bon nombre de militants, le premier de leur engagement. On a 22% des étudiants qui déclarent avoir été engagés au CAVL ou au CVL au cours de leur lycée, donc ce qui fait une grosse proportion d'étudiants qui en fait n'avaient pas forcément d'engagement lycéen avant, même si évidemment l'engagement au CAVL ou CVL n'est pas le seul type d'engagement possible. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que l'engagement au lycée aboutit ensuite à un engagement directement au sein de la FAGE. Les questionnaires aussi ils permettent d'avoir quelques éléments sur les propriétés sociales des étudiants au niveau des ressources financières. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit que les chiffres de l'OVE disent que les étudiants ont un revenu d'environ 919 € par mois, alors que la moyenne sur les enquêtés est de 520. Et donc, on a aussi une grosse portion d'étudiants qui travaillent, 70% des étudiants qui travaillent dans notre échantillon, contre 40% pour la population globale. Donc, en fait, on n'a pas forcément une situation dans laquelle les étudiants qui s'engagent à la FAGE auraient un capital économique, on va dire, qui serait particulièrement important. Après, sur ces analyses-là, il faudrait aller plus dans le détail sur la question des propriétés sociales, mais au niveau de l'héritage culturel, au niveau de la profession des parents, du travail de politisation, mais ça, nos résultats ne permettent pas forcément de le dire. On a juste un apport du questionnaire que je trouve assez intéressant, c'est sur le positionnement politique des étudiants engagés, puisqu'on leur a posé la question de savoir pour qui ils avaient voté aux dernières élections. Et donc, on a tous ceux qui ont répondu au questionnaire ont voté pour la NUPES aux législatives de 2022 et 71% d'entre eux ont choisi Mélenchon au premier tour de la dernière élection présidentielle.
Par contre, au second tour, on a 78% qui ont voté Macron ensuite. Donc, c'est des résultats que je trouve assez intéressants. Sur une analyse un petit peu plus poussée aussi de leur carrière, en fait, on leur a aussi posé la question de savoir qu'est-ce qui avait motivé leur engagement à la FAGE, qu'est-ce qui avait motivé le choix de cette organisation, et puis ensuite, qu'est-ce qui les avait motivés à rester. Et donc, au début, on a un certain nombre de réponses qui disent que c'est une organisation qui correspond à leurs valeurs, que les possibilités offertes étaient de pouvoir représenter les étudiants, mais en fait, c'est assez difficile. La question de l'appartenance à la FAGE, elle est assez difficile à traiter parce que ce sentiment d'appartenance, il se développe à différents moments de la carrière. Et en fait, dans le questionnaire, on avait des étudiants qui nous disaient que c'était quand ils étaient rentrés dans leur fédération qu'ils se considéraient comme adhérents au réseau de la FAGE, alors que d'autres identifiaient ça directement dans les associations. Donc, c'est toute et c'est là en fait la principale aussi caractéristique, c'est comme on a un modèle avec des fédérations qui sont des organisations autonomes, des organisations étudiantes autonomes, on a un sentiment d'appartenance à l'organisation qui en fait se crée un petit peu plus tard. Voilà. J'ai pas énormément de temps, mais en tout cas, j'avais aussi tout un point sur en tout cas, pour résumer, c'est que c'est la socialisation à l'organisation qui nous paraît un moment important dans les carrières étudiantes, parce qu'en fait, c'est quand les étudiants vont faire leur week-end de formation, donc c'est des formations associatives faites par des militants plus expérimentés, et c'est dans ces temps-là, ou alors des temps quand ils participent aux élections, qu'ils vont rencontrer en fait l'organisation et qui vont se confronter à l'institution. Et c'est un peu ce que disait Karel Lyon, qui définissait les organisations étudiantes comme des institutions en partie objectivées et en partie incarnées dans les agents qui s'y investissent. Et cette dynamique-là, on l'a beaucoup retrouvée, je l'ai beaucoup retrouvée à la FAGE, avec une posture du membre de la fédération voilà, qui contraignait pas mal les choses et qui était importante dans les carrières des militants. Donc voilà, je passe pas mal de choses sur cette partie, mais en tout cas, juste pour dire aussi que ce qui apparaît saisissant, c'est que la politisation en fait, des étudiants, elle semble se faire dans l'organisation. C'est-à-dire que les étudiants arrivent, ils n'ont pas forcément conscience d'appartenir à une organisation étudiante, et c'est au fur et à mesure de leur prise en responsabilité qui réussissent à développer en fait cet engagement-là. Et c'est notamment, ça se voit aussi dans les discours, c'est-à-dire que les associatifs étudiants vont dire ah ben non, nous, notre association, on est apolitique, etc. Et puis ensuite, quand on pose la même question aux membres des fédérations ou aux cadres, on nous dit que ah non, nous, on est apartisans. Par contre, on a un discours politique. Du coup, dernière partie sur les stratégies internes, on va dire, de négociation, c'est qu'en fait, la FAGE est une organisation qui est très diverse, donc il faut voir un peu comment elle fait pour, qu'est-ce qu'elle met en avant lorsqu'elle veut trouver des positions pour les étudiants. Donc, j'avais un paragraphe aussi sur la manière dont elle prenait cette décision. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle fonctionne globalement comme les autres, c'est-à-dire avec tout un ensemble de choses formalisées, une politique générale qu'elle fait voter à ses administrateurs avec un système d'amendement. Mais donc, voilà, on a un système démocratique qui est structuré. Mais en tout cas, quelque chose, moi, qui m'a paru aussi saisissant dans mes recherches sur ça, c'est qu'en fait, l'action de la FAGE, j'ai voulu tenter la comparaison aussi avec ce que faisaient les groupes d'intérêt. Et donc, notamment en s'intéressant au choix des stratégies. Et donc, en fait, l'action de la FAGE, elle se base beaucoup sur la question de l'expertise. C'est-à-dire que son ancien président, par exemple, explique « Nous, à la FAGE, on a toujours été des petits technos. On nous a toujours méprisés quand on était deuxième organisation étudiante en nous disant qu'on manquait de sens politique. Par contre, dès qu'il s'agissait de parler du cadre national de formation, on connaissait le contenu et on savait faire notre contribution. » Et donc, en fait, c'est aussi comme ça que la FAGE va réussir à se mobiliser et obtenir ce qui lui semble être des victoires. C'est par le développement de cette expertise, en plus de sa représentativité. Et donc, elle participe parfois très directement à la production des politiques, notamment sur la loi ORE. Son ancien président racontait que sur le contrôle continu intégral, dans les textes qu'on nous a envoyés, là je cite, c'était n'importe quoi. On a été reçus de nombreuses reprises pour pouvoir directement apporter des amendements, parce qu'à un moment, il y a tellement de choses qu'on avait envie de modifier, qu'on a pris rendez-vous, on a rédigé avec eux sur la table la formulation exacte des articles qu'on voulait, et ça a été quasiment repris tel quel. Donc voilà, on a une valorisation de l'expertise et qui se ressent en fait dans la manière dont travaille l'organisation, avec beaucoup de contributions aussi, ce qu'elle appelle contributions, qui sont des textes en fait où elle développe ses positions, mais aussi elle fait tout un travail d'explication. Et donc elle fonctionne beaucoup là-dessus et se base sur des stratégies qu'on pourrait considérer comme internes.
pour finir, c'est qu'en fait, la traduction le principal problème aussi, le principal problème vis-à-vis de la phage, c'est qu'en fait, son modèle est à la fois sa principale force et sa principale faiblesse. C'est-à-dire que ce travail-là d'expertise, il est fait au niveau national, mais il est très difficile à appliquer au niveau local. Et donc, l'autonomie des universités est quelque chose qui est considéré comme une difficulté, puisque ce plaidoyer qu'elle peut se permettre de développer au niveau national, en fait, au niveau local, c'est difficile à suivre, notamment parce que les fédérations sont des organisations étudiantes à part entière et que même si la phage n'a pas de courant, de tendance directement formalisée, il y a des oppositions qui se matérialisent et que chaque fédération de filière, notamment aussi, développe son propre propos politique et va aller, par exemple, essayer de négocier des amendements ou des projets de loi. Et donc, on a une difficulté, en fait, pour la phage de pouvoir faire en sorte que ce travail-là d'expertise qui est fait au niveau national s'applique aussi au niveau local. Et donc, pour terminer, Paolo Stupia et Tristan Haute, dans leur article, faisaient l'hypothèse que la valorisation croissante par l'institution, plus que par les étudiants d'un engagement associatif dépolitisé, aux dépens d'un engagement syndical, expliquerait les bons résultats électoraux de la phage. Et à mon sens, c'est que l'intervention directe de l'institution dans l'encadrement de la représentativité étudiante, par le biais des élections CNUS et CNESER, mais aussi par la reprise en gestion de tout un ensemble d'acquis étudiants. Et puis, à l'inverse aussi, les changements dans la manière dont est produite la politique d'enseignement supérieur, avec une vision beaucoup plus négociée, beaucoup plus, peut-être même un peu plus horizontale, fait en sorte que ce qui est valorisé, justement, c'est cette dimension-là de l'expertise. Mais le problème aussi à valoriser l'expertise, donc la phage a pu se saisir de ces opportunités-là, mais du coup, ça rapproche aussi son action d'un groupe d'intérêt, puisqu'en devenant plus professionnelle, elle s'éloigne aussi progressivement des étudiants qu'elle peine parfois à mobiliser. Voilà, je vous remercie. Du coup, on va laisser la parole à Julie et Jules, si vous êtes toujours là. Je vais vous tourner la caméra, comme ça vous allez voir à qui. Ici. Comme ça, ils voient à qui ils parlent. Voilà. Ah, pardon. Je pensais que ça se tournait là. Pardon. Bon, je vous laisse. Alors, on a éventuellement un PowerPoint, mais je ne sais pas si c'est possible de le diffuser. Si ce n'est pas possible, on fait sans, il n'y a aucun problème. Vous nous entendez? Ils ne nous entendent pas. Alors, le son a dû être coupé, là. On ne vous entend pas, en fait. Mais... Qui a la main sur le son? Entend. Est-ce que c'est bon, là, maintenant? Je suis désolée. Et on revient. Est-ce qu'on est mieux, là? Bon, alors. On t'entend dans le Zoom. Hein. D'accord. Oui. Oh, là, on vous entend, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Très bien. Super. Okay. Parfait. Y a possibilité de diffuser un PowerPoint ou... Non, on ne nous entend plus. Est-ce que vous entendez quand Julie parle? Non, en fait, depuis que l'écran a été tourné, on n'entend plus rien dans la salle. Alors, Jules dit que depuis que vous avez tourné la caméra, vous n'entendez pas ce qu'il dit, Jules. C'est vrai, ça? Dans le Zoom, on l'entend. Voilà. Après, si vous nous entendez, on peut y aller. Hein. C'est le principal. Est-ce que vous entendez, Jules, dans la salle? On vous entend, vous, Sarah, mais on n'entend pas Julie. C'est mieux d'entendre Julie et pas moi, ça c'est sûr. Mais alors, on peut se déconnecter, se reconnecter. Hein. Ah, là c'est bon. On va faire ça le PowerPoint. Normalement, là, il peut faire le PowerPoint. C'est bon. Là, on entend ce qui se passe dans la salle. Oui. Mais je ne sais même pas comment couper le micro, en fait. Ok. Est-ce que vous avez l'autorisation ou pas, là, du coup? Oui, je suis animateur, donc on peut balancer le PowerPoint. Allez. On y va? Voilà. Je sais juste pas comment couper ce micro. Mais... Okay. Bon, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est très heureux de vous présenter une recherche qu'on a menée il y a 4 ans maintenant avec 2 autres collègues
Camille Dupuis et François Sarfati qui s'excusent de ne pas être présents aujourd'hui. Donc, nous parlerons à deux voix avec Jules au cours de cette session. Donc, voilà, on a mené une enquête qui a consisté à analyser les activités que les étudiantes et les étudiants inscrits à l'université pratiquent en dehors de leurs études. On s'est intéressé aux engagements au sens d'engagements qui prennent du temps et qui renvoient à toute une série d'activités instituées, c'est-à-dire des activités qui sont menées au sein de structures collectives et qui s'écartent d'activités informelles que les jeunes peuvent pratiquer avec des amis ou seuls, par exemple. Et contrairement à d'autres travaux, on a aussi pris le parti de ne pas se fixer sur une activité en particulier, mais d'observer la manière dont ils articulent tout un ensemble d'activités rémunérées, d'activités sportives, culturelles, religieuses, associatives, militantes ou politiques avec leurs études. Donc, cette recherche a fait l'objet de 2 publications d'articles. Un premier article dans Formation et emploi qui s'intitule « Entrer dans la matrice, la professionnalisation des études au prisme des activités extra-universitaires » et un second article dans Sociologie qui s'appelle « Le plaisir et le calcul, une analyse des activités extrascolaires des étudiants ». Alors, on s'est interrogé plus particulièrement sur la manière dont les activités extrascolaires, extra-universitaires pèsent sur les trajectoires scolaires et on a analysé ces différentes manières dont les étudiants et les étudiantes pratiquent, à côté de leurs études, des activités qui vont participer plus ou moins à renforcer leurs acquis scolaires et qui s'inscrivent dans des logiques qu'on qualifie de professionnalisation. Donc, comme vous l'avez sûrement déjà évoqué au cours de ces 2 journées, une partie de ces activités est reconnue par l'université, et notamment par la loi du 27 janvier de 2017. Et effectivement, les établissements sont tenus de proposer des dispositifs de reconnaissance de l'engagement étudiant. Donc, on s'est intéressé à toutes ces activités, à la fois qui rentrent dans ces dispositifs de reconnaissance à l'université, mais pas que. Et on s'est posé tout un ensemble de questions. Quels étudiants et quelles étudiantes se livrent à ces activités extrascolaires? Quel type d'activités exercent-ils? Et quelles sont leurs caractéristiques sociales et dans quelle filière ils s'inscrivent? Alors, en ce qui concerne la méthode et les conditions d'enquête, on a articulé une enquête quantitative et une enquête qualitative. Pour le volet quantitatif, on a réalisé une enquête par questionnaire auprès d'étudiants et d'étudiantes inscrits dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, un grand établissement, des réseaux d'institutions d'administration des entreprises, des IAE et des universités. On a recueilli 2420 réponses en passant par les listes universitaires et le questionnaire s'est concentré sur les activités que les jeunes conduisent pendant leurs études et aussi le temps qu'ils consacrent à leurs études et au travail universitaire. On les a interrogés sur le temps et la période de l'année consacrée à ces activités afin d'essayer de reconstituer au plus près leurs emplois du temps hebdomadaires. Et on a aussi également recueilli au moyen de ce questionnaire des éléments sur leurs origines sociales et les conditions dans lesquelles ils étudient. On a pu dégager des statistiques descriptives et une analyse des correspondances multiples. Voilà, ça c'est pour le volet quantitatif. Et puis pour le volet qualitatif, à ceux qui avaient répondu au questionnaire, on leur a proposé qu'on puisse les contacter par entretien. Et on a réalisé donc 35 entretiens semi-directifs auprès de 22 femmes et 13 hommes âgés entre 18 et 29 ans, qui sont plutôt inscrits en sciences sociales, en médecine, en pharmacie, en droit et en gestion. On a également abordé leurs ressources économiques pendant les entretiens, leur situation familiale, leurs conditions de vie et la manière dont ils se projettent dans leur avenir et le rapport qu'ils ont à leur avenir professionnel notamment. Donc l'objectif pour nous a été d'essayer de reconstituer leur emploi du temps à travers ces entretiens qualitatifs et de comprendre les usages qu'ils font du temps dans la manière d'articuler des activités extrascolaires et leurs études. L'analyse de ces emplois du temps et des activités extrascolaires donne à voir en fait une diversité de profils avec des emplois du temps très variables selon les profils d'étudiants. Donc, il y a un premier profil qui se dégage, qui se rapporte plutôt à des étudiants et des étudiantes
laissés à la marge de la professionnalisation, c'est-à-dire des étudiants qui ont un emploi du temps peu rempli et qui pratiquent peu d'activités extrascolaires. Ces étudiants concernent surtout les premiers cycles universitaires et ils sont plus souvent titulaires de bac professionnel ou technologique, inscrits en AES ou en sciences sociales ou en psychologie. Ils se situent plutôt à distance de l'université. C'est le cas notamment, par exemple, de Cynthia, qui est en première année de psychologie, âgée d'une vingtaine d'années, issue de milieux populaires. Et elle déclare pendant l'entretien qu'elle entre à la fac par défaut. Elle aurait aimé intégrer un BTS en alternance commerce. Et pendant l'entretien, elle se déclare être en pause à la fac. Le cas de Cynthia, il renvoie aux travaux de Stéphane Beau, sur les enfants de la démocratisation et sur son ouvrage 80% du bac et après. Puis à l'opposé, on a un deuxième profil d'étudiants qui, lui, est fait d'étudiants et d'étudiantes qui vont mener de front une scolarité intense, faite de nombreuses heures de cours et qui vont cumuler des activités extrascolaires comme des activités associatives, militantes ou culturelles de manière assez aisée. Le fait de cumuler des activités extrascolaires et des emplois du temps scolaire assez chargés ne pose en fait pour ces étudiants pas vraiment de problèmes majeurs. Du point de vue de leurs origines sociales, alors ils sont situés socialement, ils sont pour la plupart issus des classes moyennes supérieures ou des classes supérieures. Ils ont grandi dans des conditions qu'ils qualifient de favorables, voire de très favorables. Certains d'entre eux déclarent, par exemple, au cours des entretiens, avoir grandi dans une famille, je cite, qui prône l'élitisme à outrance, ou avoir eu un répétiteur tous les jours à la maison pour des cours de piano, avoir fait son lit pour la première fois de sa vie à l'âge de 25 ans, au moment de la première décohabitation parentale pendant un stage à l'international, etc. Donc, pour la plupart, leurs parents exercent des métiers de dirigeants ou de cadres supérieurs. Certains ont des parents qui sont enseignants-chercheurs. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que leurs parents eux-mêmes ont multiplié tout au long de leur vie des activités extrascolaires. Et aujourd'hui encore, alors qu'ils sont en emploi et dans des postes de dirigeants ou de cadres supérieurs, ils ont des activités à côté, comme par exemple pratiquer le tennis ou le golf. Donc, ces étudiants du second profil sont également de bons, voire de très bons élèves, qui, pour eux, finalement, avoir un bac général avec mention très bien, c'est la norme, c'est une formalité. Pour l'anecdote, je me souviens d'Émilie qui a exprimé une très grande déception pendant l'entretien, car elle n'avait obtenu que la mention bien au bac et pas la mention très bien, ce à quoi elle s'attendait, et elle est même allée jusqu'à demander sa copie. Alors, au niveau de leur socialisation enfant, ce qu'on observe, c'est que très petits, ils ont pratiqué à des activités instituées comme de la danse ou de la musique, mais dans des conservatoires. Ils ont pratiqué du sport, mais en compétition et parfois à des niveaux assez élevés, où ils ont été scouts, par exemple. Et en pratiquant ces activités, la musique, le sport, le scoutisme, ils ont acquis tout un ensemble de compétences qu'ils qualifient comme la persévérance, la rigueur, le vivre ensemble, le collectif, l'envie de soigner, des compétences que certains en entretien ont tout à fait conscience de remobiliser pour réussir à l'université et puis pour réussir par la suite professionnellement. Donc, ils apprennent très tôt à maîtriser le temps, comme le soulignent les travaux de Muriel Darmon, et ils disposent déjà adolescents d'agenda de ministre. Alors, je m'arrêterai là pour mon intervention et je vais laisser la parole à Jules qui va rentrer dans le détail de la manière dont ces étudiants vont articuler et quels usages ils vont faire de ces activités pour réussir à l'université. Alors, l'idée maintenant, c'est de déployer en fait la catégorie de ces étudiants qui cumulent un grand nombre d'activités. Au départ, on parlait entre nous de multi-activités, pour bien souligner cette idée-là. Et la réussite, alors scolaire bien sûr, mais ici donc universitaire. Et donc c'est intéressant
c'était intéressant de notre point de vue, et ça l'est toujours bien sûr, notamment parce que ça permet d'apporter un peu un contrepoint par rapport aux résultats connus qui concernent généralement la réussite à l'université et le fait de pouvoir s'y consacrer, de pouvoir se consacrer vraiment aux études, sachant que voilà, très souvent, les études montrent qu'à partir d'un mi-temps, eh bien, au contraire, l'engagement, notamment dans le travail, eh bien, va se faire au détriment de la réussite. Alors, bien sûr, les usages varient, ce qu'on nous a dit à l'instant rapidement. On a donc deux façons de se présenter, en tout cas dans notre enquête. Une façon de se présenter qui va être considérée par les étudiants, présentée comme ça, comme étant gratuite, désintéressée, passionnée, et à l'inverse, une deuxième façon de se présenter, de présenter ses activités, qui est une manière plutôt calculée, utilitariste également et stratégique. Alors, dans les deux cas, bien sûr, l'idée, c'est de vous montrer que eh bien, ces activités, cette multi-activité, cet engagement très important, temporel, dans ces activités-là, eh bien, conduit à une acquisition de dispositions qui vont être en réalité scolairement rentables. Et donc, en définitive, que ces engagements-là participent à renforcer les parcours de réussite scolaire. Alors, si on prend la première catégorie, la catégorie donc de la gratuité, il s'agit ici des étudiants qui sont dans notre corpus très clairement les plus dotés, notamment scolairement et socialement. Et de fait, ce que ça montre, pour aller vite, c'est que la gratuité, elle apparaît un peu comme une sorte de contrepoint des investissements économiques et sociaux des familles. En un mot, c'est une façon de dire que la gratuité de ces activités, elle n'est pas totalement gratuite, elle est évidemment la résultante d'autres mécanismes sociaux. Et ce qui se passe au final, on va y revenir, c'est que ces étudiants et ces étudiantes-là ne se préoccupent pas du quotidien. Alors, pour vous donner quand même un ordre d'idée, on est sur des emplois du temps déclarés qui sont absolument énormes. On a des 100 heures hebdomadaires. Alors, 100 heures hebdomadaires, précisons de suite, c'est l'ensemble de l'emploi du temps, cours compris et engagement compris, bien sûr. Mais donc, 100 heures, ça reste quand même, il me semble, des emplois du temps qui sont extrêmement nombreux, extrêmement conséquents, pardon, et donc qui mettent en avant qu'on a non seulement un très grand nombre d'activités, et que ces activités sont par ailleurs très variées. Ensuite, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle donc d'usage gratuit de ces engagements? Eh bien, ce qui est mis en avant, ce qui est très bien expliqué par nos enquêtés, c'est que finalement, le choix de l'activité ou les choix des activités se font sans réfléchir à la rentabilité scolaire. Ce qui est mis en avant dans leur discours, avant tout, c'est le registre de la passion. Pour eux, il y a pas un intérêt particulier à réaliser telle ou telle activité. Mais par contre, elles vont se réaliser dans ces activités. Il et elles pratiquent ces activités parce qu'en fait, justement, il n'y a pas de lien, à leur sens en tout cas, avec les études. Et de fait, la concurrence par ailleurs entre études et activités, ici, elle n'existe pas. Donc ça renvoie à Muriel Darmon que vient de citer Julie, évidemment, qui mettait en avant la correspondance entre le rapport au temps, le niveau scolaire, l'origine sociale. Et ici, très clairement, eh bien, le plaisir qui est évoqué par ces étudiants et ces étudiantes dans la pratique de ces activités nombreuses et qui leur prennent du temps, renvoie aussi en fait à d'autres éléments qu'on retrouve dans les entretiens, à savoir le plaisir qu'ils racontent d'apprendre. Et donc leur plaisir à avoir appris à l'école et leur plaisir d'apprendre à l'université. Et effectivement, ils racontent toutes et tous adorer l'école. Ils expliquent comment il s'agit de prendre toutes les options possibles parce que ces options, elles sont intéressantes. On a des étudiants dans ce groupe-là qui nous expliquent avoir absolument adoré la première année de médecine, qui est, je cite, intellectuellement très riche. Alors bon, voilà, on sait très bien à quel point cette année de PACES est généralement très dure et elle est racontée comme très dure aussi par les personnes qui la réussissent pour la première fois. Et donc, ces jeunes, ils ne sont pas du tout dans l'objectif de réussir. Leur objectif, c'est pas de réussir pour une raison simple, c'est que d'une certaine manière, ils ont déjà réussi. Et ça, c'est rendu visible aussi par des marqueurs de réussite. En ce qui concerne, ça a été évoqué, les mentions, enfin, je dis les, mais en fait, c'est la mention au bac, puisque la plupart du temps, c'est une mention très bien, les filières de sélection, etc., etc. Et ces étudiants eux-mêmes se décrivent comme étant intelligents, voire très intelligents, comme ayant toujours été première de la classe, comme ayant des facilités qui se caractérisent bien sûr avec de très bonnes notes, etc. Et par ailleurs, ils expliquent même que, en fait, finalement, trouver un travail, c'est une citation, c'est pas une problématique.
D'ailleurs, ce n'est pas une, parce que évidemment, ça arrivera plus tard, mais quand ce sera le cas, ça ne sera pas une problématique parce que finalement, ça relève de l'évidence. Alors, malgré tout, évidemment, ces activités, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en réalité, elles paient déjà et elles paieront plus tard. On a donc ce discours de la gratuité qui, pour autant, insistons là-dessus, c'est pas un discours de façade. Ils sont absolument convaincus de cette gratuité-là. Pour eux, l'engagement, c'est pas du tout, enfin, ils ne s'engagent pas du tout parce qu'ils ont besoin de réussite. Ils n'en ont pas besoin pour réussir, on l'a dit, ils ont déjà réussi. Mais en revanche, on voit bien que ces activités, elles leur servent quand même à quelque chose. Donc, elles paieront, même si leur avenir est déjà tracé. Et elles leur permettent notamment d'acquérir diverses capacités qui vont en fait renforcer ce parcours voire cette trajectoire de réussite. Alors, on a l'exemple de Kamel. Kamel, lui, alors, il fait, donc il est en deuxième année de médecine. Il fait du basket, de la musculation, du tennis, du piano, tout ça à côté des études. Et en plus, il est investi dans plusieurs associations, notamment des associations de tutorat, et donc qui ont pour vocation d'aider les étudiants et les étudiantes de PACES, cette première année commune aux études de médecine. Et lui, il explique ça sur un registre qui est celui clairement du don. Et de son point de vue, il y a une totale déconnexion en fait entre son cursus et la projection professionnelle. Elle n'existe pas. De fait, ce qu'il explique par d'autres biais peut-être dans l'entretien, c'est que en réalité, et c'est pas le seul bien sûr, eh bien ces activités qu'il réalise, elles participent aussi à développer des savoir-être, savoir-faire, etc., qui l'accompagnent dans son parcours de réussite. Par exemple, ces activités de tutorat, elles lui permettent d'acquérir des expériences d'enseignement. Parce qu'il explique qu'il intervient devant 200 à 300 étudiants de première année régulièrement, alors qu'en fait, sa vocation, il nous dira à un autre moment, lui, c'est d'être médecin certainement, mais c'est surtout de devenir enseignant-chercheur. Et du coup, il découvre à cette occasion, effectivement, ce que c'est que ce métier, ce que c'est que devoir intervenir devant 300 personnes, la préparation, etc. Et donc, de fait, il acquiert très, très tôt une partie des capacités, des compétences, on pourrait dire, que doivent être celles, on pourrait l'imaginer, des enseignants. Et donc pour lui, finalement, ces activités extrascolaires, eh bien, elles viennent renforcer les dispositions et les aspirations professionnelles. Alors, d'un exemple de Kamel, on a beaucoup d'autres exemples, notamment qui expliquent comment eh bien, les activités conduites, elles participent à donner des compétences en termes de gestion de projet. Elles apprennent à réaliser un diagnostic, à gérer un réseau, etc., etc. Elles apprennent également à parler devant du monde. Alors, du monde au sens à la fois beaucoup de monde, comme c'est son cas, mais aussi pour d'autres, à se retrouver étudiants en première, deuxième, troisième année et à devoir échanger avec des doyens, par exemple. Et évidemment, il s'agit là d'acquérir des codes. En général, ce qu'on a vu, c'est que ces codes sont quand même déjà acquis, mais d'avoir cette capacité, effectivement, à échanger avec des personnes qui appartiennent à une forme de beau monde, on pourrait dire. Donc, tous ces éléments, évidemment, ils ne sont pas donnés, ils ne sont pas du tout racontés explicitement, mais normalement, vous avez compris, ils participent donc à un renforcement de la réussite, même si, je l'ai dit, elle est déjà acquise. La deuxième forme d'usage, c'est une forme donc, qui est non pas gratuite cette fois, mais calculée. J'irai plus vite là-dessus. Et donc, elle concerne des classes qui sont plutôt des classes moyennes et supérieures. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on a une entrée assez clairement sur la question de la filière et des établissements, en fait, parce qu'on va voir ces filières et établissements vont valoriser certaines activités. Donc là, on a encore des très gros emplois du temps, de l'ordre de 80 heures en moyenne dans la semaine. Et la nouveauté ici, c'est que les étudiants vont assumer un usage absolument stratégique, qui peut renvoyer à plusieurs dimensions. Il peut renvoyer à l'idée d'encaisser la charge de travail. Et donc, on va faire du sport, par exemple, non pas du tout par nécessité, par plaisir, pardon, mais justement par nécessité, parce que ça permet de souffler, il y en a une qui nous explique, par exemple, qu'elle fait du sport tous les jours en période d'examen, parce qu'elle travaille beaucoup mieux de cette manière-là. Évidemment, le sport va être aussi mobilisé dans la perspective de pouvoir valider des ECTS dans le cadre de la loi qui a déjà été évoquée. Cet usage stratégique, il permet aussi, dans d'autres activités, de mettre en application des éléments qui sont vus en cours. Et donc, ils permettent de développer des connaissances et des compétences. Ils permettent finalement d'apprendre aussi sur le tas, et donc de mettre en relation le monde professionnel et le monde de l'université
si on part du principe que ces deux mondes sont assez opposés, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas dans certaines de ces filières. Et troisième point, cet usage-là, il a aussi une vocation qui est celle de l'insertion sur le marché du travail. Donc là, on n'est plus sur le cursus et la réussite scolaire, mais on est bien sur l'insertion dans le marché du travail. Et là, il s'agit pour ces étudiants d'acquérir des dispositions qui vont être donc transférables et valorisables sur ce marché du travail. C'est en un mot ce qu'on a retrouvé sur ce qui pouvait être désigné comme étant la logique du CV. L'idée, c'est de pouvoir ajouter une ligne supplémentaire au CV. Et donc là, on a beaucoup d'exemples, notamment d'étudiants qui s'occupent de la promotion de leur IAE, par exemple. Et cette association, cet engagement associatif, eh bien, il va être mis en avant dans le CV, par exemple, au titre des expériences professionnelles et pas du tout d'engagement. Donc là, on a vraiment une frontière qui n'existe plus. Et puis de manière un peu paradigmatique ou paroxystique, je sais pas, on a le cas d'une étudiante qui nous raconte, elle, ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, finalement, depuis toute petite, même depuis le collège, en fait, elle a toujours choisi ces différentes options et alternatives en fonction de l'avenir qu'elle se réserve. Donc là, on voit bien l'effet, évidemment, d'une socialisation familiale qui est très importante. Et donc, l'intérêt, on terminera là-dessus, c'est que cette socialisation familiale, elle se double d'une socialisation en tant qu'étudiant et étudiante. On a en fait une dimension, alors oui, j'ai effectivement oublié de vous, merci Julie, de passer le slide. Donc là, on est sur une socialisation étudiante, en fait, où cette dimension stratégique, cet usage calculé, stratégique, utilitariste, eh bien, c'est un usage qui va être valorisé par certaines filières et dans certains établissements. Et notamment, on le retrouve en sciences de gestion, puisqu'on a des étudiants du corpus qui relèvent de ces sciences de gestion, et notamment dans les filières qui sont sélectives. Donc, on est là dans des filières, établissements qui sont très clairement tournés vers l'insertion professionnelle, vers l'entreprise privée, et il s'agit effectivement d'assumer cette dimension stratégique. Et ça renvoie notamment au cadre cognitif des matrices disciplinaires au sens de Mathias Millet. Et ça, d'ailleurs, c'est raconté par les étudiants. Les étudiants nous parlent elles-mêmes d'une forme c'est le terme utilisé, de formatage des établissements dans la logique de professionnalisation de l'enseignement supérieur. Alors, cette matière disciplinaire, ce formatage, il va jusqu'au point où, pour certains étudiants, eh bien, finalement, cette socialisation à la construction d'un profil professionnel est totalement intériorisée. Et on a le cas d'une étudiante, notamment, à qui on pose la question des raisons qui la poussent, finalement, à remplir ce CV, enfin, plutôt, pardon, à réaliser toutes ces activités, à remplir à ce point son emploi du temps. Et sa réponse, c'est de dire, mais en fait, je le fais pour remplir le CV. Quand on la relance, elle est perdue, elle ne sait pas à quoi répondre. Il n'y a pas d'autre sens, finalement, que celui de remplir le CV. Et donc là, on a bien, pour ces étudiants-là, une sorte de capacité anticipatrice qui est liée aux établissements, qui est liée à la socialisation au sein de ces établissements et au sein de ces filières, qui viennent encore une fois, ajouter aux conditions favorables de ces jeunes. Voilà, alors le temps est écoulé, donc on peut s'arrêter là, mais peut-être une phrase vraiment, juste pour dire que ce qui est intéressant, notamment là-dessus, c'est que ça permet peut-être, en tout cas, même si ce n'était pas l'objet premier de notre recherche, mais comment dire, ça a été évoqué tout à l'heure dans la discussion qui a précédé le début des interventions, mais de signaler une forme de risque sur le fait que cette politique de reconnaissance d'engagement, eh bien, elle pourrait très bien se faire au profit en fait d'étudiants qui réussissent déjà à l'université, alors que vont être mis de côté tout un ensemble d'engagements, d'ailleurs qu'on n'a pas attrapé nous dans le questionnaire, un peu plus dans les entretiens, mais qui sont des engagements qui ne sont pas justement institués. Et alors qu'ils vont, ces engagements-là, eh bien, malgré tout, prendre du temps à ces étudiants. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On laisse la parole à Ambre. D'accord. Walken, est-ce que tu peux couper ton micro? D'accord, j'ai vu qu'il était ouvert. Ah, d'accord.
Est-ce que vous m'entendez sur le Zoom? Oui, ok, super. Du coup, je vais commencer par une petite aparté. Je suis absolument ravie d'intervenir après vous, Julie et Jules, parce que je me suis beaucoup inspirée de vos travaux avec Camille Dufy et François Sarfati. Donc voilà, c'est un honneur. Et puis, je tenais aussi à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique d'avoir accepté que je présente ma communication devant vous aujourd'hui, qui s'intitule Reconnaître les engagements de l'étudiant à l'université, une ouverture des voies d'accès au diplôme, point d'interrogation. J'avais préparé un diapo, mais je pense qu'il ne va pas être utile pour la suite, donc je vais faire sans diapo. Dans le cadre de ma thèse, du coup, qui, comme l'a dit Julie, porte sur la conception et la mise en œuvre de l'individualisation des parcours d'études à l'université, je me suis intéressée à la question de la reconnaissance de l'engagement des étudiants, parce qu'ils ils ont désormais la possibilité de faire reconnaître leurs engagements bénévoles ou professionnels comme un investissement constitutif de leur parcours d'études. Et comme ça a été dit plus tôt, cette opportunité elle a été formalisée par la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. Et à l'université, la volonté institutionnelle de compenser et de récompenser l'engagement, c'est-à-dire de le rendre assimilable au temps des études, il peut s'opérer de deux manières. D'une part, les établissements universitaires ils valorisent les entreprises de pré-professionnalisation par l'attribution de crédits ECTS ou de bonus au diplôme, ce qui a été très bien montré par Julie Testi directement à ma gauche. D'autre part, ils indemnisent l'activité d'engagement en proposant des aménagements aux étudiants qui en expriment le besoin. Donc, les dispositifs de reconnaissance de l'engagement favorisent l'obtention des diplômes à l'université dans la mesure où ils lèvent les obstacles normatifs et matériels qui pèsent sur les parcours d'études individuels. Donc ça a été dit par Emmanuel Hanout et ses collègues en 2019. Les travaux qui se sont intéressés à l'influence des engagements étudiants sur la réussite des parcours d'études, ils ont montré que pour les étudiants les moins dotés socialement et scolairement, le temps passé en dehors du curriculum formel, du programme d'études, il peut avoir des effets néfastes sur le déroulement des études. Donc, je pense aux travaux de Valérie Pinto et son article de 2019. Tandis que pour les étudiants les mieux dotés, il renforce une dynamique précoce de réussite. Donc, c'est ce qui vous a été montré précédemment par Julie Couronné, Jules Sima et ses collègues en 2022. Donc, il y aurait une sorte de cercle vertueux de la réussite, au sein duquel le temps de l'engagement extracurriculaire il viendrait alimenter positivement l'engagement curriculaire, mais seulement dans la mesure où les étudiants ils sont suffisamment dotés, socialement et scolairement, pour agencer ces différents temps et pour les articuler de sorte à ce qu'ils s'alimentent mutuellement. C'est Gaël Henri Panabière et ses collègues en 2019 qui ont montré dans leur article « La montre et le martinet » comment la socialisation familiale à l'organisation du temps pouvait peser sur la capacité des élèves à répondre aux exigences scolaires, donc de respect des temporalités imposées, de discipline d'apprentissage, etc. Et du coup, la question des conséquences d'une socialisation différenciée à l'organisation du temps sur la réussite scolaire, elle se pose d'autant plus dans le supérieur et en particulier à l'université, depuis la mise en place des dispositifs d'aide à la réussite qui cherchent justement à soutenir l'organisation du temps des étudiants, en l'occurrence les dispositifs de reconnaissance de l'engagement. Au final, je m'intéresse moins à la réussite des étudiants, qu'il s'agirait d'ailleurs peut-être un jour de réussir à définir, qu'à la conception institutionnelle de la réussite des étudiants, qui se trouve en fait entérinée dans la conception des dispositifs d'aide à la réussite. Et donc, quand on regarde la façon dont ces dispositifs sont conçus, on se rend compte qu'il existe une sorte de paradoxe temporel qui pourrait mettre les étudiants à l'épreuve dans leur accès effectif à ces dispositifs. Ainsi, les dispositifs reconnaissent les engagements extracurriculaires a posteriori, dès lors qu'ils supposent la mobilisation individuelle des étudiants a priori. Pour le dire autrement, les étudiants ils ne peuvent pas obtenir la prise en compte de leurs engagements par l'institution universitaire que dans la mesure où ils la sollicitent en amont, tandis qu'ils doivent en même temps s'assurer que leurs activités effectives elles soient conformes à ce qu'on leur demande et à l'attestation de validation qui est dispensée en aval. Ce paradoxe temporel que j'énonce ici, il s'inscrit dans une réflexion sociologique plus globale sur l'approche par compétence qui a été critiquée par Boutin en 2004 notamment en tant que démonstration du savoir. Du coup, la reconnaissance de l'engagement extracurriculaire par l'institution universitaire, elle semble exiger une sorte de savoir-faire temporel. Je reprends ici le terme de Samuel Coivou, qui apparaît d'autant plus nécessaire aux étudiants qui doivent faire face à l'épreuve de la bifurcation, qui peut alors être entendue comme une épreuve temporelle supplémentaire pour les étudiants engagés, notamment lorsqu'elle fait suite à un échec scolaire en cours d'études. La bifurcation, c'est les réorientations, les reprises d'études, etc. C'est pourquoi ma problématique, c'est comment les étudiants qui bifurquent
mobilisent des savoir-faire temporels pour réagencer leurs engagements curriculaires et extracurriculaires tout au long de leur parcours d'études à l'université. Et j'émets l'hypothèse que le processus de reconnaissance des engagements à l'université, il ferme les voies d'accès au diplôme des étudiants qui ne prédisposent pas des savoir-faire temporels qui sont valorisés par l'institution. L'idée qu'il y a une hiérarchisation normative entre les engagements des étudiants et qui pèse sur le processus de reconnaissance de l'engagement, il vient du constat d'une différenciation temporelle entre les types d'engagements qui sont censés être reconnus par l'institution universitaire, entre l'aménagement de l'emploi du temps et l'accréditation, et dans le sens où en fait ça implique plus ou moins de travail académique au sein de l'environnement universitaire, et donc ça ne mène pas à la même ouverture des voies d'accès au diplôme. D'un côté, on indemnise, on donne du temps, mais au final, l'étudiant passe moins de temps au sein de l'institution universitaire. De l'autre côté, on valorise, on donne des crédits, et du coup, on passe plus de temps au sein de l'institution universitaire, et en plus, ça demande un travail académique supplémentaire pour obtenir cette valorisation. Donc, je vais vous faire un petit peu le récit de l'enquête, ma méthode, etc. Donc, j'ai fait mon enquête au sein d'une université française qui est considérée comme un grand établissement universitaire. Parce qu'elle est au sein d'une grande métropole régionale, elle est le fruit d'une fusion entre plusieurs ensembles de facultés, et elle a reçu un financement PIA3 NCU, donc Programme d'investissement d'avenir pour les nouveaux cursus universitaires, et donc elle réforme son offre de formation, et elle propose des dispositifs de reconnaissance de l'engagement qu'elle met à disposition des étudiants, donc le service accord, et ou par exemple, concernant l'accréditation, le fameux UE-engagement. Alors, le service accord, j'ai anonymisé le nom, mais il accorde le droit aux étudiants qui en bénéficient d'être absents à certains cours. Pour ça, il faut qu'ils attestent d'engagements extérieurs qui sont reconnus par l'institution, ou alors s'ils sont en situation de handicap. Je n'aborderai pas cette question. Et il organise un système de prise de notes avec des étudiants volontaires. L'université que j'étudie ne rémunère pas ces étudiants preneurs de notes. Il permet donc que les absences des étudiants concernés ne soient a priori ni pénalisées ni pénalisantes. J'ai fait une enquête quantitative pour voir un petit peu l'effet. Donc, je ne vais pas traiter de ces résultats ici, mais c'est juste pour vous dire que du coup, ça m'a permis d'identifier les étudiants qui sont engagés et qui ont un parcours non linéaire. Donc, parce qu'en fait, si on va au service accord, on va dire que c'est un peu des étudiants rares. Donc, j'ai préféré faire ce questionnaire. Voilà, je passe ça. Et donc, j'ai fait 16 entretiens de type récit de parcours d'une durée comprise entre 2h et 3h30 avec ces étudiants. Je ne vous raconte pas les retranscriptions. Et donc, c'est des étudiants réorientés ou en reprise d'études qui sont engagés dans des activités extracurriculaires censées être reconnues a priori par le service accord. Donc, il y a 9 étudiants salariés, 3 sportifs de haut niveau, 3 élus étudiants, dont 2 vice-présidents étudiants, et une chargée de famille. Je me suis concentrée sur ce type d'engagement parce que il s'avère qu'en fait, les étudiants au parcours non linéaire, ils ne participaient pas à l'UE-engagement. Peut-être que c'est un résultat à analyser en soi. Et aussi parce qu'il me semblait que c'était ce type d'engagement qui interrogeait le mieux le rapport au temps des étudiants engagés. Et je vais baser mon analyse sur l'ensemble des entretiens, mais je vais me concentrer plus particulièrement sur 6 étudiants que j'ai sélectionnés parce qu'ils me semblaient quasiment idéal typiques en raison du rapport particulier qu'ils entretenaient vis-à-vis de la question de l'agencement de leurs engagements curriculaires et extracurriculaires. Et le fait de pouvoir comparer systématiquement les parcours et les profils les plus différents et les plus similaires avec des variables socio-scolaires que j'ai définies en amont, donc la discipline, le type de bac, le type de bifurcation, le type d'engagement, le genre, etc. Ça permet d'analyser le poids des différences de savoir-faire temporel sur l'expérience de l'engagement pluriel à l'université, ainsi que sur le déroulement effectif du parcours d'études. Petite précision par ailleurs sur les caractéristiques de ces étudiants, ils sont tous, les 6 étudiants que je vais analyser sont issus de classes moyennes supérieures et ont le fameux emploi du temps de ministre. Ils ont entre 15 et 30 heures d'engagement extracurriculaire par semaine. Et ce qui semble les distinguer des étudiants qui réussissent, qui ont été présentés plus tôt, c'est simplement le fait qu'ils se soient réorientés ou en tout cas qu'ils ont un parcours non linéaire. Dans tous les cas que j'ai étudiés, les engagements extracurriculaires, ils sont mobilisés par les étudiants pour renforcer leur engagement curriculaire. Mais ce travail d'articulation spécifique, il s'effectue à des temporalités différentes
et selon des temporalités différentes en fonction des étudiants, ce qui a des effets différenciés sur leurs engagements curriculaires effectifs. Et donc, on identifie 3 savoir-faire temporels qui semblent nécessaires pour réussir à agencer les temporalités qui peuvent être parfois contradictoires entre les différents engagements curriculaires et extracurriculaires, et dont les étudiants ils disposent soit a priori, soit a posteriori de l'entrée à l'université. Ces trois savoir-faire, c'est le savoir anticiper, le savoir prioriser et le savoir s'affirmer. Et c'est ces 3 savoir-faire sur lesquels je vais revenir dans les 3 temps de la démonstration. Alors pour commencer, le savoir anticiper, il interroge la capacité de l'étudiant à se projeter dans un engagement curriculaire au moment de sa bifurcation, c'est-à-dire de choisir un cursus en fonction d'un projet d'études, de s'assurer de la cohérence de ses intérêts personnels avec les études choisies. Mais il sert aussi à prévenir les difficultés ou les obstacles concrets qui peuvent être rencontrés en cours d'études, notamment quand on doit gérer un engagement extracurriculaire en parallèle de ses études. Donc, est-ce qu'on peut anticiper, par exemple, l'aménagement de son emploi du temps? Et quand on analyse le moment de la bifurcation chez les étudiants engagés, on peut distinguer 2 manières d'articuler, d'agencer en fait l'engagement extracurriculaire avec l'engagement ou, en l'occurrence ici, le réengagement curriculaire. Et donc, d'un côté, c'est d'abord en fait l'engagement extracurriculaire qui motive la bifurcation. D'un autre côté, c'est d'abord la volonté de s'engager dans une nouvelle filière qui motive l'engagement extracurriculaire. Je vais développer un peu plus ces points, mais concernant le premier cas, en fait, on va bifurquer en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qu'on sait déjà faire, en fonction du plaisir qu'on projette sur le choix d'orientation et sur les études à venir. Je reprends le terme de plaisir issu de l'article « Le plaisir et le calcul ». Donc l'engagement, il apparaît comme une assurance personnelle de ce plaisir qu'on aura de passer dans le temps des études. Par exemple, Eva, elle décide de s'orienter en STAPS plutôt que dans le BTS qui suit en fait le bac technologique qu'elle avait, le bac ST2S, parce qu'elle est engagée dans elle fait du hand à haut niveau dans un club, et le fait qu'elle puisse aller à la fac, elle le voit comme une manière d'avoir plus de liberté pour s'investir dans cet engagement extracurriculaire. Je vous cite, « La fac, je savais que c'était un peu plus libre, donc que je pourrais me permettre d'y aller à mes entraînements, et c'est ça qui m'a fait le déclic, que je mettais le hand de côté pendant 1 an en terminale, mais qu'après j'y retournerai. C'est vraiment ce changement de club-là qui a fait que dans ma tête, je voyais que le sport, et du coup, prof de PS, j'avais envie d'apprendre le sport à tout le monde, de faire du sport à tout le monde. Du coup, je me suis dit prof de PS, je suis restée tête baissée et je fonçais dedans. » Idem pour Anne-Marie, qui dit avoir eu un déclic suite à un service civique. Et donc, elle décide de changer, de se réorienter. Elle était en BTS Finance et elle va à l'université en psychologie pour le côté sciences humaines. Et elle dit qu'elle justifie son échec dans le BTS par le fait justement que ça manque d'humanité. Et elle énonce également le temps supplémentaire qu'elle pensait obtenir en allant à la fac. Voilà. On a un deuxième cas de figure où là, plutôt, les étudiants ils bifurquent en fonction d'une rationalité scolaire préventive, en fonction du calcul, du coup, qu'ils projettent sur le choix d'orientation et sur le diplôme qu'ils obtiendraient avec leurs études. Donc là, l'engagement il est perçu comme une assurance rationnelle de ce calcul, une gestion des risques, de ce qu'on saura faire après le temps des études. Et ils anticipent l'articulation entre les 2 types d'engagement et ils calculent l'utilité réciproque qu'il pourrait y avoir en amont en fait, de cet engagement. Donc Étienne, par exemple, il s'oriente en STAPS plutôt qu'en BTS, donc c'est le même modèle que Eva précédemment, mais lui, il dit que c'est parce que en fait, il veut aller à la fac pour retrouver une valorisation scolaire qu'il avait perdue en étant en bac professionnel, et aussi parce qu'il a un objectif professionnel qui est de devenir kiné et qui a des passerelles qui existent en STAPS. Et son engagement sportif, il vient appuyer, confirmer ce choix, mais il dit qu'il met à profit le temps qu'il passe dans ses engagements. Il est également sapeur-pompier volontaire pour pas perdre les compétences et les acquis qu'il avait eus dans ses engagements, mais que son projet professionnel à lui, c'est d'aller en STAPS. C'est pas autre chose, c'était ça son objectif primordial. Ah oui, d'accord. J'ai pas du tout le temps. Donc c'est pas grave, je vais terminer sur ces exemples-là. Comment ? Oui, tout à fait. Et Lucie, donc je termine sur ces exemples parce que je les trouve très intéressants. Lucie, elle choisit de se réorienter en psycho et parce qu'en fait, elle veut... Pardon, désolée. Elle choisit de se réorienter en psycho et elle va s'engager dans une association d'aide aux devoirs pour
appuyer, confirmer son choix de professionnalisation, mettre à profit en fait ce temps extracurriculaire pour solidifier son engagement curriculaire. Elle cherche à développer des compétences, des acquis, puis aussi elle se dit que ça va pouvoir valoriser en fait son dossier de candidature. Je dois passer très très vite, donc ce que je vais faire, c'est que je suis vraiment désolée de ne pas avoir su, ça m'a pris trop de temps, mais du coup je vais vous présenter très rapidement les deux autres savoir-faire temporels, et puis on pourra peut-être y revenir dans la discussion. Je suis déjà contente d'avoir pu vous montrer ces premiers résultats. Donc le deuxième savoir-faire temporel, c'est le savoir priorisé, donc là c'est plutôt la capacité de l'étudiant à rendre légitime l'organisation qu'il a faite individuellement et concrètement de son articulation entre les temps de ses engagements et sa capacité à choisir de s'engager dans des activités avant, voire au détriment d'autres activités, dans le cas où les temporalités des engagements, elles ne sont pas compatibles entre elles. Donc là, je vous présente très rapidement un exemple, mais qui me semble tout à fait important pour montrer les écarts qui peuvent exister par rapport à la reconnaissance de l'engagement. C'est que Eva et Étienne, du coup, sont tous les deux sportifs de haut niveau, mais en fait, Eva n'a pas pu obtenir le statut de sportif de haut niveau parce que qui décide en fait d'accorder ce statut, c'est les professeurs, c'est les équipes pédagogiques. Et Étienne a un moins bon niveau qu'elle et pourtant il a obtenu le statut. Et en fait, Eva me raconte que c'est parce que son prof considère que le sport féminin s'est décalé par rapport au sport masculin et qu'elle ne mérite pas ce statut. Voilà, donc là, on voit qu'en fait, il y a une ambiguïté dans la façon dont c'est... en fait, elle a fait tout le travail qu'il fallait pour faire reconnaître son engagement. Elle a passé du temps à le faire. En plus, on lui avait un peu promis qu'elle aurait un agencement en fait, de ses différents engagements et elle n'a pas pu obtenir cet engagement en raison de son genre. Et le dernier savoir-faire temporel, je suis désolée de ne pas pouvoir démontrer mieux ce savoir-faire temporel. Le dernier, c'est le savoir s'affirmer. Donc là, c'est l'idée de... ça implique la capacité de l'étudiant à tirer les leçons d'une expérience d'engagement qu'elle a vécue dans le passé pour la traduire en une expérience d'engagement souhaitée dans le présent et en une expérience d'engagement souhaitable dans le futur. Donc, ça concerne les sentiments de réalisation personnelle, le fait de se sentir utile, pris en considération et la capacité, le fait de pouvoir se laisser faire ou se laisser porter. Et là, en gros, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a Eva, Lucie et Anne-Marie qui ont l'impression d'avoir été déviées par leurs engagements curriculaires. Il y a vraiment le terme d'être déviées, d'avoir été déconcentrées, qu'elles ont été, en allant à droite à gauche et en se réorientant et en ayant leur engagement, elles ont perdu de la valeur. Leur dossier a perdu de la valeur et leur parcours a été gâché. Donc, elles sortent vraiment ça. Alors que Étienne, Louis et le dernier, Pierre, eux vont plutôt valoriser le fait d'être allés à droite à gauche parce que ça leur a permis de se découvrir eux-mêmes, de s'affirmer. Ils ont réussi à imposer leurs conditions, que ce soit à leurs employeurs ou ils ont réussi à obtenir la reconnaissance du service accord. Et donc, il y en a un qui me dit, de toute façon, je saurai qui je suis en y allant, en partant à droite à gauche. Donc, ils utilisent vraiment ce terme en partant à droite à gauche des deux cas, mais ils ne le vivent pas de la même manière apparemment. Et Étienne qui dit, j'aime bien diriger ma vie. Il faut savoir mettre ses atouts en avant pour faire ce qu'on a envie de faire. On peut tous espérer évoluer. Il ne faut pas se fermer des portes et toujours agir en adéquation avec ses valeurs. Et on dirait du coup, et j'ai terminé, que... la façon dont ils interprètent en fait les possibilités qui leur sont laissées de circuler au sein de l'espace universitaire est liée à la façon dont les dispositifs justement sont conçus et ils semblent traduire en fait une norme temporelle qui est celle de la norme chronologique, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord s'engager dans les études, donc dans l'espace universitaire, avant de pouvoir s'engager convenablement dans un autre engagement en dehors de l'université. Donc il faudrait rester conforme à un style de temps idéal qui est chronologique. Et je fais une ouverture et comme ça, j'ai terminé, mais il y a des travaux qui ont montré qu'il y a des inégalités de genre qui sont relatives à la hiérarchisation institutionnelle des rapports au temps chronologique qui serait plutôt de l'ordre du masculin, et kairologique plutôt de l'ordre du féminin. Et en fait, on voit que
les étudiantes interviewées, elles ont des engagements extracurriculaires plus lourds que leurs engagements masculins et qu'elles s'investissent aussi plus parce que c'est des engagements de care où elles sont dans des associations, elles prennent soin des autres. Et donc, elles ont plus de mal, en fait, même s'ils ont objectivement le même temps passé à s'engager, elles le vivent plus intensément et ça a des plus grandes conséquences sur leur perception. En fait, les filles vont percevoir une fermeture des voies d'accès au diplôme en raison même de ce rapport à l'engagement, alors que les garçons vont plutôt avoir la perception d'une ouverture de ces voies d'accès au diplôme. Merci. Je sais que ça a été très vite dans la démonstration. J'aurais aimé avoir plus de temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Du coup, je commence et puis très bien. Alors, je me suis mis en Zoom, donc on me voit. J'ai allumé mon Zoom, donc je pense qu'on me voit. On me voit. Voilà, ça évite. Je touche plus à la caméra. Donc, merci à vous pour ces présentations. Donc oui, assez rapidement, mais en fait, ces trois présentations, elles permettent un peu de questionner de manière large, en fait, la question de la place de l'engagement étudiant dans les politiques universitaires et de formation de manière générale. Ça a été évoqué. Pourquoi il y a l'air d'avoir... Non, c'est bon. Ça a été évoqué sur l'obligation d'avoir des politiques de reconnaissance. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers de ces questions-là, cette question-là, en fait, elle est arrivée dans le débat public dans les fins des années 90, début des années 2000, avec des premières expérimentations, une première circulaire sur la vie étudiante en 2001, suivie d'une charte de la conférence des présidents d'université en 2011. Mais pour autant, c'est une action publique qui restait extrêmement confidentielle. C'est-à-dire qu'on en parlait quand même beaucoup au sein de la conférence des présidents d'université, de certaines associations, notamment la FAGE, qui s'est positionnée en faveur de la reconnaissance de l'engagement dans les cursus à partir de 96, mais ça dépassait pas cette sphère. Et à partir de 2013, pour tout un tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais en fait, ces dispositifs commencent à se généraliser petit à petit dans les établissements et à devenir relativement majoritaires, avant donc cette loi de 2017 qui rend obligatoire la mise en œuvre de dispositifs dans les établissements. Pour quand même le dire, c'est que donc cette loi, c'est la loi égalité et citoyenneté. Il y a qu'un seul article en fait qui parle de la reconnaissance de l'engagement, et cet article a été fait contre l'avis de la conférence des présidents d'université et d'une grande partie des organisations étudiantes et des organisations non étudiantes qui sont aussi impliquées dans ces dispositifs. Voilà. Donc, comme les trois présentations l'ont laissé entendre, ces dispositifs, en fait, ils doivent pas être entendus comme de simples outils pédagogiques, quelque part, mais questionner un peu plus large la transformation des configurations universitaires, mais aussi de la formation, la pré-professionnalisation, et quelque part aussi peut-être une critique sous-jacente de la capacité ou de l'incapacité des universités à former les étudiants. En fait, pour moi, ces trois présentations, elles permettent en quelque sorte de synthétiser les questions qui traversent cet objet. Quentin, toi, finalement, tu évoques un peu la transformation des relations entre les organisations étudiantes et les universités, même si c'est un peu en creux. Et c'était un peu question aussi classique de la formation des bénévoles, voire dont tu as trace écrite, tu parlais de professionnalisation de ces bénévoles. Julie et Jules questionnent un peu quant à eux en fait les liens, la question de la classe sociale en fait dans les activités extracurriculaires et dans la réussite des études. Et toi du coup Ambre, tu ouvres un peu la boîte de ces dispositifs de reconnaissance quelque part pour en analyser une mise en œuvre différenciée selon le genre, ce que tu viens de nous dire. Donc, dans les questions un petit peu générales que j'ai pour vous quatre, c'est d'une part, est-ce que vous pensez un peu que cette institutionnalisation des dispositifs de reconnaissance depuis maintenant une dizaine d'années, elle a un impact en fait sur les stratégies d'engagement des jeunes? Parce que c'est des choses que vous avez pu voir sur vos terrains. Est-ce que finalement, ça impacte aussi les stratégies universitaires des étudiants, pas que les stratégies d'engagement, mais les stratégies universitaires des étudiants, mais aussi de leur famille. On peut supposer que cette question-là se pose, ou est-ce que finalement, c'est des stratégies qui demeurent assez individuelles?
Et enfin, comme question un peu générale, je reprends la formule que j'aime bien de Nicole Galland et Stéphanie Garneau. Est-ce que vous pensez, à partir de vos données, que ces dispositifs, entre guillemets, ils encouragent la jeunesse à des pratiques politiques et pour le coup associatives, syndicales, qui seraient conformes aux canaux posés comme légitimes par ceux qui ont le pouvoir? Grande question. Et rapidement, de manière un peu plus spécifique, Quentin, moi, ce qui m'interroge un peu, c'est quand tu parles de ton questionnaire où les étudiants déclarent avoir peu de moyens financiers, beaucoup travailler et en même temps être très experts aussi. Est-ce que là, on n'est pas aussi dans une valorisation du bon modèle du militantisme qui serait détaché d'un militantisme total et qui existe certainement par ailleurs chez les cadres de ton organisation? Donc, voilà, quelle est la place un peu de cette mise en scène de soi? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que tu peux un peu en parler? Pour Julie et Jules, finalement, pourquoi vos étudiants qui sont les étudiants en fait qui sont on va dire dans ceux qui s'engagent dans un discours de la gratuité, mais qui en même temps mettent en avant des compétences qu'on pourrait qualifier de pré-professionnelles, hein, si on prend le discours un peu à la mode sur les compétences. Pourquoi en fait ils n'ont pas non plus de recours à des dispositifs de reconnaissance de l'engagement? Est-ce que c'est en lien aussi à ce qu'ils leur est proposé dans leurs établissements ou pas? Ou est-ce que finalement, entre ceux qui sont dans le calcul et ceux de la gratuité, il y a aussi peut-être une différence de classe, si j'ai envie de dire, si je peux dire. Et Ombre, finalement, parmi les étudiants que tu as rencontrés, pourquoi le recours à cette demande d'aménagement d'études? Quand tu parles de tes temporalités, comment elles sont perçues, pensées par l'institution? Est-ce que finalement c'est explicité, ce qui est valorisé, ce qui permet d'avoir cette reconnaissance de l'engagement ou pas? Et pourquoi en fait aussi, comment tu expliques cette différence, enfin cette discrimination des femmes dans l'accès à ces dispositifs? Merci, ça ne faisait pas 3 questions. Alors du coup, je me déplace. Je pense qu'on peut, si tu te mets à côté de moi. Voilà. On te voit. On me voit. Alors, je vais intervenir de manière complémentaire à Julie, plus peut-être sur repérer des éléments un peu, des questionnements transversaux qui me semblent liés à cette thématique de la reconnaissance des engagements sur lesquels vous pouvez réagir ou selon votre envie. Tout d'abord, je pense que la question de la reconnaissance des engagements n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui effectivement est à l'agenda et c'est très bien qu'il y ait effectivement une analyse du sens que prend l'engagement dans les parcours des étudiants, mais aussi des usages qu'ils en font dans le cadre de dispositifs institutionnalisés. Donc, je pense que ça met à l'agenda une réflexion. Mais effectivement, quand on regarde les travaux en sciences politiques ou en sociologie politique, la question de la formation des militants, de la professionnalisation des bénévoles que tu as évoqué, alors avec des auteurs qui soit on travaille sur la formation des militants, soit on travaille sur la professionnalisation des bénévoles, hein, c'est une division intellectuelle du travail aussi. Soit les travaux qui ont porté, Gaxi a parlé depuis bien longtemps de la rétribution du militantisme, hein, c'était le premier à évoquer justement à la fin des années 70 cette question de la rétribution et qu'effectivement il ne fallait pas penser le militantisme comme un acte gratuit, totalement gratuit. Ce sont aussi les réflexions j'ai oublié le nom, Matonti, et dans un article sur le capital militant, hein, cet ensemble de savoirs qu'on accumule au fil des expériences, ces apprentissages sur le tas. Et enfin, tous les travaux sur les incidences biographiques de l'engagement, où là, à travers les récits de vie, on voit comment ces expériences ont constitué des matrices pour des vies, pour la suite. Alors ça, c'est quand on fait des récits de vie. Donc, c'est vrai que
Alors, tous ces travaux n'ont pas nécessairement porté strictement sur les étudiants, puisque vous savez que la recherche sur l'engagement des étudiants est plutôt un objet minoritaire ou minorisé. Cependant, les étudiants, dans ces éléments, ils ont été toujours présents, soit parce que ils ont fait 68 et que ça a eu des incidences biographiques sur leur parcours, ça c'est Julie Pagis, soit parce que on les retrouve dans les partis politiques et que en analysant les rétributions, on voit bien qu'ils étaient syndicalistes, etc. Donc voilà, donc tous ces auteurs-là méritent, à mon avis, d'être réinvestis dans les recherches actuelles sur la reconnaissance de l'engagement, de manière à finalement avoir une certaine profondeur aussi dans l'analyse et montrer que ces questions ne sont pas récentes, bien que mises à l'agenda politique. Voilà, ça c'est un point qui me semble important. Ce qui est important aussi de dire, c'est que toutes ces rétributions, ce capital, etc., c'était souvent aussi quelque chose de très caché, invisible, dont on ne parlait pas. Et qu'il me semble que la différence aujourd'hui, c'est que on en parle. C'est-à-dire qu'on objective finalement la rentabilité potentielle la rentabilité pour soi, pour autrui, pour sa carrière ou ses études, des engagements. Et d'ailleurs, ce glissement vers ce qui est invisible et donc finalement réservé à certains, finalement nourrissant certaines inégalités douces comme ça, au fait que ce soit rendu visible, a suscité aussi des réactions de la part des organisations militantes et politiques en disant que si on reconnaissait l'engagement, c'était le rendre finalement, c'était une impureté, c'est-à-dire que l'engagement doit être pur, gratuit, etc. Ce qui est une forme d'hypocrisie, on va dire ça. C'est un peu hypocrite quand même, puisque on sait très bien que beaucoup ont rentabilisé leur engagement dans leur parcours universitaire et surtout dans la carrière professionnelle, et que le fait de critiquer une forme d'institutionnalisation de ces dispositifs, c'est aussi finalement ne pas vouloir assumer ce qu'on a soi-même reçu. Mais on voit bien, ça a rendu visible, ça a enlevé de l'invisibilité et donc peut-être rendu plus accessible. Cependant, comme vos interventions le mettent en évidence, c'est que même en rendant visible, en reconnaissant, en institutionnalisation, en faisant sortir finalement la reconnaissance de derrière les arbres, on voit derrière d'importantes inégalités sociales, c'est-à-dire des inégalités dès l'enfance, avec des activités menées plus par d'autres. À l'université, c'est pareil, des inégalités sociales, des inégalités de genre. Et là, je pense que ça dévoile, en fait, ces dispositifs, ils dévoilent à quel point il y a des inégalités dans l'engagement, mais aussi dans la capacité à le rendre, le monnayer, au sens, voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui me semblait très intéressant comme question transversale, c'est d'essayer de savoir finalement par quelle porte on va analyser cette reconnaissance. J'ai entendu trois portes là d'entrée. La première, c'est la question des motifs de l'engagement, de pourquoi je fais les choses. Donc le calcul, le plaisir, la passion, voilà. Et puis aussi le fait, les services enfin voilà, dire que effectivement, ce que vous avez expliqué, Ambre, sur le fait je fais ça parce que j'en ai besoin pour faire ça. Moi, dans mon analyse du service civique et dans les travaux sur le service civique, vous trouverez aussi cette logique de je me suis plantée en première année d'études, donc je vais faire un service civique et ça va me permettre de me réorienter. Voilà, c'est une autre source pour vos travaux. Donc, à travers les motifs, l'explicitation des motifs de l'engagement. Deuxième porte d'entrée, c'est les manières dont on concilie les activités, les engagements avec les études, c'est-à-dire évidemment l'entremêlement des expériences, ça peut être temporel, la place réservée à chacune des activités, mais aussi les circulations des savoirs, des savoirs, par exemple, des choses qu'on apprend dans son activité va être réutilisée, comme monter un projet, travailler en équipe va être réutilisé dans son cursus universitaire et vice-versa. Donc l'entremêlement, tricotage des activités. Et puis l'usage des engagements par rapport à la construction de son propre parcours de formation, mais surtout sur les questions de projets professionnels. C'est là où il y a beaucoup d'investissement en termes des discours. Donc ces trois portes d'entrée, elles sont complémentaires, mais elles permettent de voir comment se travaille cette reconnaissance des engagements dans les expériences des jeunes.
Enfin, troisième élément, c'est Julie là a apporté une contribution importante dans sa thèse, c'est cette question de comment l'action publique se saisit de l'engagement. C'est la fabrique finalement de la reconnaissance, mais qui est aussi une fabrique de l'engagement légitime, puisque vous avez évoqué cette façon de norme d'engagement, le bon engagement, la bonne citoyenneté. Quand on travaille les politiques de citoyenneté, on voit immédiatement cette logique de une vision normative de l'engagement. Les organisations étudiantes ont aussi porté quelque part, peut-être à leur corps défendant ou sans l'assumer, une vision du bon engagement, du bon militant, du côté du syndicalisme. Et je pense que cette fabrique du bon engagement et de la reconnaissance de l'engagement, elle mérite vraiment d'être décryptée. Ça a commencé avec la VAE, qui a commencé à poser les jalons de tout ça. C'est le processus de Bologne, mais ça, Julie, tu connais mieux tout ça. Le processus de Bologne qui quand même nous parle d'employabilité, de rentabilité, de productivité, voilà, et qui a fait de la citoyenneté non plus simplement quelque chose qui permet de produire un changement social, mais aussi qui a une rentabilité, une valeur dans le parcours. Donc, qui a aussi joué un rôle important. C'est la montée en puissance de tous les discours sur l'approche par compétences, mais en particulier les softs, tout ce qui est les compétences sociales, les habiletés sociales, avec tout un courant du côté de l'éducation non formelle, de la formation tout au long de la vie, là aussi à l'échelle européenne, qui ont poussé finalement à la reconnaissance de ces compétences, qui sont les compétences non académiques, qui constituent un autre faisceau. Et là, on voit effectivement dans le PIA3, parce que je sais sur quoi elle se fait sa thèse, et je crois que j'ai participé au recrutement d'un enseignant-chercheur chargé spécifiquement de ce dispositif dans votre université. Et dans le PIA4 aussi, c'est d'essayer de travailler sur cette question du rapport entre engagement, reconnaissance, valorisation, etc. Et c'est vraiment une thématique là qui désormais elle n'est plus questionnée. Il y a plus on ne questionne pas l'enjeu, le sens, pourquoi on fait ça, mais cela va de soi. C'est-à-dire que maintenant, on peut le travailler comme un objet légitime. Voilà. Autre élément, j'accélère, que m'a inspiré la lecture de vos papiers et de vous écouter, c'est la manière dont on qualifie ce travail de reconnaissance. Et on voit là des registres entre des registres de qualification, c'est les oppositions. D'un côté, le continuum de l'engagement, c'est un don, c'est gratuit, c'est désintéressé, etc. Et puis de l'autre, le continuum de l'utilité, de l'intérêt, du calcul, de la stratégie. Et là, je trouve qu'en termes de réflexion sur ces notions, ces concepts qui sont mobilisés. Voilà, il y avait un texte il y a tout un ouvrage ces cours au Collège de France de Bourdieu qui est reparu sur le fait que le désintéressement n'existe pas, mais d'autres courants de pensée sont sur l'anti-utilitarisme. Donc, il y a un espace aussi intellectuel qui pense cette question de l'intéressement, du désintéressement, de l'utilité, etc., et du don aussi, qui peut être réinvesti dans ces travaux, à mon avis. Autre élément, et j'ai presque fini, c'est de savoir au niveau de la reconnaissance, il me semble, c'est qui reconnaît. Ça, je trouve que c'est un point qui mériterait en fait d'être travaillé aussi. Est-ce que c'est une reconnaissance de soi à soi, finalement? Je confère une valeur aux activités. Ah tiens, j'ai appris ça dans une logique un peu de subjectivation, dans un rapport de sens par rapport à sa propre expérience. Et on est finalement dans quelque chose de discret, qui se fait chemin faisant, etc. Tiens, j'ai appris ça et donc je vais l'utiliser là. C'est de la reconnaissance de l'engagement, de ce qui ressort de l'engagement, mais dans un rapport de soi à soi. Est-ce que c'est par l'entourage, les proches, les pairs, les pairs au sens des militants ou des amis ou de la famille, ce cercle-là qui va reconnaître la valeur de ce qu'on fait ou de ce qu'on est en train de faire et qui constitue des instances aussi d'appui, de légitimation et d'inscription des engagements dans la durée. Parce que quand les parents, les amis reconnaissent ce qu'on est en train de faire, généralement, ou ne reconnaissent pas, ça a un effet sur les parcours. Donc ça, c'est très clair. Donc le cercle des proches, ces fameux, ce qu'on appelle souvent les autrui significatifs, mais là, dans le cercle des proches. Et puis, ceux sur lesquels vous travaillez, c'est-à-dire
ces acteurs extérieurs, ces évaluateurs de l'engagement, des universitaires, des responsables de coordinateurs de dispositifs, etc., qui seraient des professionnels de la reconnaissance ou des professionnels auto-légitimés de la reconnaissance de l'engagement et qui viendraient reconnaître avec leur propre matrice de signification. Et je pense que ça mérite aussi d'être travaillé, c'est-à-dire que signifie reconnaître un engagement, comment on confère de la valeur à un engagement, surtout lorsqu'on est dans un processus d'évaluation. Et je pense que du coup, on est sur vraiment un continuum d'une reconnaissance subjectivée pour soi, intime presque, à une reconnaissance complètement objectivée, voire institutionnalisée. Et je pense que ça, c'est des choses qui pourraient être à travailler, approfondies, pour justement qu'on puisse détricoter ce qui se cache derrière ce discours de 2017 sur la reconnaissance des engagements étudiants et de ne pas considérer comme allant de soi, comme quelque chose qui va de soi, mais que ça met en jeu à la fois une normalisation, une normativité en tout cas, mais aussi des expériences beaucoup plus subjectives avec des gens qui reconnaîtront leur propre engagement sans jamais passer par aucun dispositif de reconnaissance officiel. Voilà, merci. Et merci pour vos présentations. Du coup, je vous propose peut-être de répondre dans l'ordre. Ouais. On refait… Non, mais tu le passes par dessus. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces remarques. C'est vrai que moi, il y a quelque chose qui revient et que je n'ai pas forcément beaucoup développé, mais c'est aussi notamment l'importance biographique de l'engagement chez les étudiants, notamment pour reparler un petit peu du questionnaire. J'avais commencé à dire qu'ils expliquaient les raisons qui les motivaient à s'engager. Et puis ensuite, il y avait une autre question sur pourquoi ils continuaient. Et là, on voit que les réponses aussi, elles changent. On a des étudiants, par exemple, qui répondent pour avoir un goût d'avoir un sens à ma présence sur Terre, par amour de l'associatif, j'y trouvais un sens et un moyen de grandir. Et je pense que c'est aussi à mettre en lien avec ta dernière question sur la valorisation du modèle du bon militant, etc. Je pense que c'est aussi quelque chose qui impacte fortement les étudiants dans leur construction identitaire. Et donc, du coup, ensuite, quand ils doivent faire la rétrospective sur leur engagement, ils mettent aussi un peu ça en avant parce que c'est quelque chose qui les marque beaucoup. Et en tout cas, ouais, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Et puis surtout, c'est vrai que j'ai l'impression aussi que ces dispositifs-là, même si au final ces dispositifs-là mettent en avant plutôt une reconnaissance d'un engagement qui serait plutôt associatif que syndical, mais ces dispositifs-là, j'ai pas l'impression aussi qu'ils s'imprègnent chez les militants de la FAGE, aussi parce qu'on a un peu ces parcours de formation interne, ces reconnaissances de compétences entre les pairs, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a aussi même un décalage avec le militantisme à la FAGE vis-à-vis de ces dispositifs qui, en fait, ne seraient pas forcément les plus adaptés pour eux, ou alors seraient vis-à-vis de ce que l'engagement leur a déjà apporté, ne serait même pas forcément une plus-value supplémentaire. Mais en tout cas, je rejoins aussi totalement sur ce qui est dit, sur un peu cette vision de l'engagement légitime qui est donnée par l'institution, parce que je pense que c'est une dynamique générale qui s'observe non seulement sur la question des dispositifs de reconnaissance de l'engagement, mais aussi sur quel type de profil on valorise. Et je trouve que ça se complète aussi assez bien avec cette notion-là d'expertise qui me paraît être très mise en avant aussi également, mais qui, dans un contexte, et pour finir là-dessus, de rapport de force et d'acquis étudiants, qui rend aussi parfois l'acquisition de victoire difficile. Tu peux allumer le son de la salle pour le Zoom. Oui, non, c'est ça. Alors, tu peux leur dire qu'on ne nous entend pas. Ah oui, on ne vous entend pas, mais on va bientôt vous entendre. C'est bon. Donc, normalement, c'est bon. Vous nous entendez? Donc là, vous nous entendez, c'est bon? C'est bon. Merci à Julie et à Valérie pour vos retours et puis pour vos remarques.
Alors, est-ce que l'institutionnalisation des dispositifs a un impact sur la stratégie des étudiants? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend ça dépend des étudiants, ça dépend des filières et ça dépend des établissements. Mais clairement, moi, ce que je pourrais dire peut-être comme ça un petit peu à chaud, c'est plus vous êtes dans une filière, plus ils sont dans une filière sélective, plus ils sont dans une filière qui demande beaucoup d'efforts, plus ils essayent de rentabiliser quand même ces engagements au maximum et gagner des ECTS en faisant du sport plutôt qu'en se tapant une épreuve de maths. Bon, bah ça, clairement, c'est dit comme ça, mais surtout auprès des étudiants de classe sup dans un grand établissement parisien. Ensuite, est-ce que ça a un impact sur les stratégies des universités? Pareil, c'est-à-dire que moi, il me semble, quand je suis allée sur le terrain au sein du grand établissement, j'ai pris d'ailleurs la première photo que je prends, c'est que je prends une photo de tous les foyers associatifs que je remarque quand je rentre dans l'enceinte du bâtiment et je me dis, mais c'est incroyable, je viens de poser, je rentre, je fais 2 pas dans l'enceinte de l'université et j'ai déjà le choix entre 4-5 associations pour lesquelles je peux m'engager qui sont au sein de l'université. Donc là, on voit bien que les universités participent plus ou moins en fait à stratégiser, à faire de l'engagement une priorité dans leurs propositions pédagogiques, si je peux le dire comme ça, même si c'est un petit peu maladroit. Mais c'est pas que aussi, ça s'observe dans le discours des étudiants qui racontent ces discours, par exemple, au sein du grand établissement d'accueil. Les discours d'accueil, voilà, c'est très prononcé, quoi. Il faut vous engager. Dans le PowerPoint, on vous a mis une affiche de super étudiants. Voilà, ça s'observe aussi au milieu à travers le discours des étudiants et quand on rentre dans certaines universités, mais pas partout. Alors, ce n'était pas nous notre angle premier d'observation, mais c'est ce que je peux dire un petit peu à chaud, c'est qu'il y a de très grandes inégalités aussi d'un établissement à un autre, d'une université à une autre, et qui se retraduit du coup dans les pratiques et discours des étudiants. Pour compléter rapidement, alors oui, pourquoi est-ce que les étudiants dans la gratuité n'ont pas recours à ces dispositifs de l'engagement? Parce que en fait, s'ils y ont recours, ils ne sont plus dans la gratuité. C'est-à-dire que finalement, la vraie gratuité la plus noble, c'est celle-ci. C'est celle qui est, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est celle qui est liée à une forme de désintéressement. Même si, bien entendu, ce désintéressement, alors, pour le coup, en ce qui me concerne, je nuancerai, en tout cas sur ce point-là, la dimension d'hypocrisie, parce que pour cette personne-là, même si évidemment après on peut, nous, sociologues, prendre du recul, etc., mais pour ces personnes-là, ce n'est pas un engagement qui est hypocrite au sens où ils ne cherchent pas à cacher une autre volonté, quelque chose qu'on ne peut pas dire. Mais il est vraiment, ces personnes sont absolument convaincues, elles sont absolument convaincues que leur engagement, il est. Alors quand il s'agit, par exemple, si je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure de l'association de tutorat, quand il s'agit d'aller vers d'autres, d'expliciter, de donner des cours, etc., d'être dans le don, et même quand il s'agit, pour le coup, de faire du piano, du sport, des engagements caritatifs, etc., pour le coup, l'idée, c'est bien de souligner ce fait qu'il y a avant tout, en fait, une socialisation qui est et on l'a dit, qui est aussi très familiale. On n'est pas dans l'inscription d'une volonté de ces étudiants à réussir par ces activités-là, même si ça y contribue très largement. Sur la reconnaissance, du coup, est-ce que la reconnaissance a un impact sur les stratégies d'engagement des étudiants? Alors, c'était pour nuancer un petit peu, c'est-à-dire que oui, et pour les étudiants en sciences de gestion, mais de fait, pour les autres, c'est pas la question. Et en réalité, ils n'ont même pas connaissance de ces dispositifs-là. Est-ce que c'est pas la question? Et alors, autre point, quand Julie, vous dites, est-ce que c'est un impact des étudiants en termes de stratégie universitaire? Alors, Julie, elle a répondu d'un point de vue. L'autre point de vue, ce serait de dire, est-ce que les étudiants vont choisir des cursus universitaires en fonction de ça?
là, pour le coup, c'est effectivement dur à dire parce que on n'est pas rentré par là directement, quoi. Donc là, je pense que j'aurais un peu de difficulté à répondre à ça. Et alors, j'essaie de revoir mes notes. Si, j'avais juste une petite remarque rapide pour laisser aussi la parole derrière. C'est sur un des derniers points qui a été évoqué par Valérie Becquet sur l'auto-légitimité, l'auto-légitimité de ces professionnels, ou en tout cas de ces professionnels qui vont reconnaître les engagements. Alors, ils sont légitimés automatiquement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont responsables de diplômes, ils vont avoir automatiquement cette fonction-là et donc cette légitimité-là. Pour le coup, je dirais pas qu'ils sont auto-légitimés au sens où ils se légitiment eux-mêmes, ils s'estiment eux-mêmes légitimes à reconnaître cet engagement. Pour le coup, alors, là, une nuance très forte, c'est que nous, on n'a pas enquêté sur ces professionnels-là. Et en revanche, étant enseignant-chercheur, en lien avec d'autres enseignants-chercheurs, c'est des questions qui ont déjà été abordées. Et de fait, on en connaît un certain nombre qui ont dû réagir à ces demandes-là et qui étaient au contraire bien démunis pour pouvoir juger si telle ou telle activité, que ce soit une activité professionnelle ou autre, pouvait donner lieu à une reconnaissance de CTS et donc à une dispense d'enseignement, etc. En général, la question c'est plutôt de se dire mais ça ne correspond absolument pas au contenu de l'enseignement. Mais encore une fois, là, je ne parle pas du tout d'un point de vue d'une enquête qui a été réalisée, mais je voulais juste réagir sur cette idée d'auto-légitimer. Donc, auto au sens automatiquement, certainement, mais peut-être pas au sens systématiquement d'une légitimité qu'ils décident de revendiquer d'eux-mêmes, quoi. Je voulais juste me permettre, je ne suis pas sûre, alors je ne sais pas si c'est l'effet de la distance ou on ne s'est pas compris ou le fait que je parlais très vite. Lorsque j'ai dit hypocrite, je n'ai pas dit que la personne était hypocrite dans sa manière de dire son engagement. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que les organisations étudiantes ont eu dans leur réaction ou dans leur appréhension de la question de la reconnaissance, et là je ne parle pas en 2017, mais je parle dans la fin des années 90, début des années 2000, au moment où le débat est posé, commence à arriver, c'était de dire on refuse, on serait contre la reconnaissance, alors que soi-même, en tant que militants, ils en ont largement bénéficié, mais de manière implicite. Okay. C'est ça que je suis en train de dire. J'avais pas du tout compris. Y compris pour des sénateurs, des députés, des élus, etc. C'est ça, c'est ce rapport finalement à ce rapport un peu ambivalent, si vous voulez, je peux le dire. Après, j'avais mis des guillemets, mais peut-être que mais c'est important de dire, je ne me permettrai pas de juger du caractère hypocrite d'une déclaration d'un acteur sur son propre parcours. Là, je vous parle d'une position dans l'espace public par rapport à la mise à l'agenda d'un problème public. Et c'est ça qui était le débat. C'est que le débat, quand on l'entendait, on pouvait sourire si on travaille sur les engagements dans les partis politiques, syndicaux et bénévoles. Ça donnait vraiment à sourire. C'était donc, je me permets de repréciser. Oui, d'accord. Mais merci beaucoup. Effectivement, j'avais pas de problème, non, mais écouté d'une oreille distraite. Passe la parole. Oui, merci beaucoup, Julie et Valérie, pour vos remarques et vos retours. Mais concernant l'impact sur les stratégies d'engagement des jeunes et sur les stratégies universitaires des étudiants, ce que j'ai l'impression de voir, en tout cas dans l'université que j'étudie, c'est que y a des effets de sélection de fait et que quels engagements sont considérés comme légitimes par l'institutionnalisation des dispositifs et qu'il y a une tendance à valoriser l'engagement par calcul, c'est-à-dire par créditation. Mais on voit aussi qu'il y a une sorte de clivage qui se crée. Donc, c'est un peu ce que disait Jules tout à l'heure, mais c'est que, par exemple, Anne-Marie, elle dit, elle est hyper engagée et tout, et elle dit, moi, je préfère aller en cours que d'avoir la valorisation de mon engagement par des crédits ECTS. Donc, elle se rajoute des cours, alors que déjà, elle n'a pas le temps. Et c'est comme si on voyait un peu le retour de l'étudiant dilettant, quoi. Enfin, il y a un peu une sorte de clivage quasi politique qui apparaît. Et après, Julie, tu m'as demandé, parmi les étudiants que j'ai rencontrés, pourquoi en fait ils ont recours à cet aménagement d'études. Et
de prime abord, j'ai envie de te répondre parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'ils en ont besoin, mais je pense que la réponse est plus complexe que ça, parce qu'en fait, on voit qu'il y a une sorte d'alternance entre le recours et le non-recours en fait, à ces dispositifs d'aménagement au fur et à mesure de leur parcours et au fur et à mesure de leur réengagement multiple. Et donc, ce serait intéressant d'aller voir justement la dynamique de cette alternance-là entre le recours et le non-recours. Et là, je dis non-recours, mais c'est Varin, il me semble, qui parle du non-recours. Et donc, il y a quelque chose qui se joue dans le parcours, dans la dynamique, dans le temps et les temporalités par rapport à ça. Et donc, je me demande aussi pourquoi ils n'ont pas recours. Et donc, je fais le lien du coup avec la discrimination des femmes et pourquoi les femmes sont discriminées. Et je crois que c'est aussi lié justement à cette articulation-là, à cet agencement. Pareil, je pourrais répondre très facilement parce que les personnes qui reconnaissent les acteurs extérieurs, etc., sont sexistes, tout simplement. Et peut-être, voilà. Et on peut reconnaître du sexisme latent dans le cas que je vous ai présenté tout à l'heure sur la reconnaissance de l'engagement des sportifs de haut niveau, même si je crois que ce pauvre monsieur, finalement, vraiment n'envisage même pas les conséquences que ça peut avoir sur le bien-être de ses étudiants et ses étudiantes, mais que juste il considère que ce n'est pas être de bon niveau que d'être en N2 de handball, tout simplement, quoi. Enfin, je pense pas plus que ça. Et il y a autre chose aussi, du coup, sur cette discrimination que je commence à percevoir, mais qui a une forme d'autodiscrimination aussi. Donc, ça refait le lien avec qui reconnaît, finalement, il y a les acteurs extérieurs et le soi, et comment ça se joue, en fait, là-dedans, et ça passe aussi par l'entourage, d'ailleurs. Et voilà, des stratégies d'autodiscrimination, d'autosélection. Et c'est comme si finalement, un petit peu comme ce qui avait déjà été montré, où l'avantage scolaire des filles à l'école en fait, devient un désavantage à l'université, on pourrait émettre l'hypothèse, même si c'est peut-être un peu mal dit, mais que l'avantage des femmes dans la vie domestique devient un désavantage dans la vie universitaire. Il faut faire très attention à ça, parce qu'il n'y a pas d'avantage des femmes dans la vie domestique en termes de charge mentale. On met des guillemets et on cite Monique Aiko sur la charge mentale et la vie en deux. Et donc, tout ça pour dire que finalement, j'aime beaucoup cette histoire qu'il y a plusieurs personnes qui reconnaissent, et peut-être qu'il y a du coup un jeu entre tout ça, et comme si, alors là, peut-être que je m'égare un petit peu, mais c'est comme si de plus en plus, il y avait aussi un déplacement de la responsabilité justement des acteurs extérieurs à reconnaître, le poids qu'ils ont sur les effets de sélection dans le processus de reconnaissance tend à être de plus en plus laissé à l'individu, et où finalement, et d'ailleurs c'est ce qui est dit par mes enquêtées, où elles font tout un travail pour elles-mêmes d'accepter et de reconnaître leurs propres engagements quand l'institution ne le reconnaît pas pour elles. Et donc, comme si finalement, elles n'avaient plus qu'elles-mêmes pour reconnaître leurs engagements. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau des acteurs extérieurs, justement, et de l'institutionnalisation qui tend à laisser la responsabilité à l'individu de reconnaître son propre engagement. Merci beaucoup.